Brick Villemur. Est-ce que vieillir vous fait peur? Est-ce que vous avez peur d'être seul lorsque vous serez rendu vieux? 187 Cube Radio, écrivez-nous. Je pose la question, Karima, parce qu'il y a un outil que je ne connaissais pas, qui s'appelle Amical. C'est utilisé dans certaines résidences au Québec pour personnes aînées. Et c'est un outil utilisable par un téléphone. En gros, si vous voulez discuter avec quelqu'un, vous décrochez le téléphone et c'est une IA qui vous accompagne, qui vous répond, qui discute avec vous. On s'en va, on le disait tantôt au début de l'émission, probablement dans cette direction-là au Québec. On en parle avec l'une des deux personnes qui a fondé ça, Tony Aubé, qui nous rejoint tout de suite. Bonjour, M. Aubé. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que j'ai bien décrit votre outil? Oui, c'est pas mal ça. C'est un compagnon IA pour les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, comme par exemple l'Alzheimer ou tout autre trouble de déclin cognitif. OK. Et comment ça fonctionne exactement? Donc, essentiellement, c'est un téléphone qu'on place dans les salles communes ou dans les chambres des résidences de soins pour les personnes âgées. Et donc, le téléphone, je l'ai ici d'ailleurs, puis il l'a derrière moi aussi. C'est un téléphone qui n'a pas de bouton, qui n'a pas d'écran, qu'on a conçu pour être le plus simple d'utilisation possible. Puis dans le fond, tout ce qu'on peut faire, c'est décrocher pour parler au compagnon, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 80 langues pour tenir compagnie, répondre aux questions et supporter la personne. Là, l'IA, le robot, il peut vraiment avoir une conversation. Mettons, je décroche, puis je commence à parler de hockey, il va pouvoir me répondre, là. Oui, exactement. C'est à peu près la même chose que parler avec ChatGPT, par exemple, avec la voix. Donc, on peut parler de vraiment n'importe quel sujet, puis il va être très heureux de faire la conversation. Est-ce que, si vous le faites en direct, est-ce qu'on pourrait entendre la voix de l'IA ou c'est juste vraiment avec le téléphone qu'on peut entendre la voix? Bonne question. J'ai pas pensé le tester en ce moment. Mon téléphone n'est pas branché, malheureusement. Mais sur notre site web, amical-ai.com, il y a un bouton Parler à Pauline. Donc, les gens peuvent l'essayer même à partir de leur téléphone cellulaire ou à l'ordinateur s'ils veulent le tester. OK. Donc, c'est l'IA. Elle s'appelle Pauline. Donc, c'est une voix. Puis, exemple, si on fait l'exercice, on prend le téléphone puis on dit, bonjour, Pauline, c'est Karima. Comment ça va aujourd'hui? Puis là, ça part. Exactement, oui. Elle est programmée pour parler, poser des questions sur la vie, parler de la famille, de la carrière. Pour les gens qui ont l'Alzheimer, on essaye d'éviter de poser des questions sur le passé court terme parce que des fois, ça peut causer de l'anxiété, le fait de ne pas se rappeler. Les gens se rappellent plus du long terme. Donc, on a programmé l'intelligence artificielle vraiment pour être spécialisé pour ça aussi. OK. Moi, ces idées-là me font peur. Honnêtement, je sais que ça aide des gens, puis je sais que vous êtes une bonne personne, là, donc c'est pas la question, mais je me dis, est-ce que c'est la bonne marche à suivre? Est-ce que c'est... on s'entend la solution à court terme, oui, mais est-ce que, ultimement, c'est la façon qu'on devrait trouver comme société d'accompagner nos personnes aînées? Est-ce que vous l'avez eu, cette discussion-là, à l'interne? Oui, absolument. C'est un peu le débat depuis le début de la compagnie. On en entend beaucoup parler. Selon moi, c'est comme une technologie qui est nécessaire puis qui est inévitable. C'est sûr que dans un monde idéal, on aurait des personnes pour accompagner les gens qui ont l'Alzheimer, les gens qui sont dans les résidences 24/7. Mais dans la réalité, on n'a pas nécessairement toujours les ressources. Même les familles, ils tentent de rester proches de leurs proches aussi, de les accompagner, mais ils ont des enfants, ils ont un travail. Donc, puis le gros problème vraiment, c'est surtout quand on a de l'Alzheimer, les gens vont oublier, même quand ils ont de la visite, même quand ils ont des appels. Donc, les gens vivent beaucoup dans le moment présent. Puis, mettons, moi, c'était inspiré de ma grand-mère, justement, qui avait l'Alzheimer. Elle avait de la visite à tous les jours de sa famille. C'était la personne qui avait le plus de visites dans son établissement. Puis même à ça, elle disait « je suis tout le temps tout seul » parce qu'elle oubliait qu'on allait la voir. Donc, c'est pas fait pour remplacer, mais c'est fait pour vraiment offrir un support supplémentaire quand les autres sont pas disponibles. C'est un bon point, ça, Karima, parce que si la personne oublie que tu es allé la voir, tu as rempli ton devoir comme visiteur, mais en même temps, la personne, quand elle a besoin de parler à quelqu'un, tu pourras pas être là 24/7. Il faut bien que tu dormes, par exemple. Il faut bien que tu sois des fois avec tes enfants à la maison, mais la machine est là. J'avais pas pensé à ça, moi. Oui, mais moi, je me pose la question, comment vous vous assurez que c'est sécuritaire? Parce qu'on commence à voir apparaître ça. Il y a eu d'ailleurs certaines dérives avec des robots conversationnels qui entraînaient des problèmes de santé mentale. Ça peut avoir ce risque-là. Ils ne sont pas formés nécessairement, les IA,
pour, tu sais, sur si quelqu'un est dans un malaise et puis même a des idées suicidaires, on a vu que ça peut aussi avoir des conséquences sur la santé mentale. Donc, sur quoi vous vous basez là, pour s'assurer que on n'entraîne pas d'autres types de problèmes avec l'utilisation de ces robots conversationnels? C'est un très bon point. Puis en fait, depuis le début du projet, c'est des choses qui nous occupent aussi, puis on développe en fonction de ça. Donc, une des premières fonctionnalités qu'on a développées, c'est justement la détection des problèmes pendant les conversations. Donc, si une personne semble particulièrement dépressive, semble particulièrement en détresse, des fois, il peut y avoir peut-être même un événement urgent qui nécessite une réaction immédiate. Donc, on a le système qui parle à la personne, mais on a aussi un système qui écoute la conversation puis qui observe ce genre de situation-là puis qui peut avertir les bonnes personnes, le personnel de la résidence ou la famille en fonction du problème qui est détecté. Tony Aubé, on a un auditeur qui nous a écrit « Je vais avoir 75 ans dans 25 ans. Ça va être quoi? » Rendu là, dit la personne. Quelle sera la gradation dans le temps? La question est pertinente. La Chine, par exemple, vient de décider que les robots conversationnels qui sont dans l'émotionnel, donc desquels on peut tomber amoureux, desquels on peut devenir des amis, eh bien, la Chine a décidé que c'était terminé, ça. Est-ce que vous avez vu un peu la trajectoire chinoise? Puis ça vous, peut-être que pour l'homme d'affaires que vous êtes, c'est peut-être même inquiétant, là? Je suis pas au courant que la Chine avait banni ce genre d'interaction-là. Moi, personnellement, je suis très, très, très optimiste quant au futur des soins pour les personnes âgées. Je pense que notre génération, en ce moment, on va être extrêmement chanceux comparé, par exemple, aux générations précédentes, parce qu'on va tellement avoir de la belle technologie qui va nous encadrer, qui va nous supporter à longueur de journée, que les histoires d'horreur qu'on a vues dans le passé, par exemple, les gens qui sont pris dans le bain pendant 3 jours puis qui décèdent dans le bain, ou les gens qui tombent puis qui sont pas capables de se relever puis qui sont laissés à eux-mêmes, je pense que c'est le genre de choses qui n'arrivera plus dans le futur parce qu'il va y avoir une technologie constante qui va appuyer puis qui va soutenir les gens. D'ailleurs, nous, on a programmé notre IA pour ne pas faire de relations intimes ou de conversations comme du type amoureux. Donc, notre IA, si on essaie d'initier une conversation comme ça, elle se fait, elle redirige doucement la conversation vers des sujets plus appropriés. Ça, c'est une autre décision stratégique. Même si on insiste, là, mettons là, que j'ai 80 ans, je suis un petit peu tout seul à la maison, puis là, c'est Pauline en plus, là, c'est la voix de Pauline. Qu'est-ce qui se passe, là? Si je veux voir Pauline, je veux l'inviter? En fait, oui, même si on insiste, elle va quand même éviter le sujet. Puis d'ailleurs, c'est même une critique qu'on a des fois parce que on a des résidences de personnes âgées, des résidences de personnes Alzheimer qui sont principalement des hommes qui habitent dans ces résidences-là. Puis les infirmières, le personnel nous demande, hey, pourriez-vous faire une version un petit peu plus épicée de Pauline, justement, qui pourrait les aider à passer certains besoins, parce que des fois les hommes, justement, avec le déclin cognitif, peuvent perdre leur inhibition puis devenir un petit peu désagréables avec les infirmières, avec le personnel. Mm-hmm. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire. Mm-hmm. Il y a quand même des interrogations. Il y a Simon qui nous dit, là, je suis infirmier et je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose parce que pour les personnes âgées, rien de mieux là, que d'une bonne oreille et d'une présence humaine. Mais bon, c'est la vie, dit-il. Ça vous fait réagir comment de se dire, est-ce qu'on va tranquillement faire un petit peu enlever la présence humaine? Je comprends qu'en ce moment, c'est les deux, mais est-ce qu'on s'en va tranquillement vers l'omniprésence de ces technologies-là? C'est pas ce qu'on a observé de notre côté, là. Nous, vraiment, on voit comme un outil complémentaire qui vient supporter les gens. En ce moment, dans les résidences, il n'y a pas assez de présence. Il y a jamais trop d'écoute, il y a jamais trop de conversation. Puis dans la réalité du milieu, quand on va voir dans les résidences, souvent ce qu'on voit, c'est les gens sont devant la télévision pendant presque toute la journée. Dépendamment du type de résidence, des fois il va y avoir des animations, mais encore là, les gens qui ont des troubles cognitifs, même s'il y a de la musique, même s'il y a des musiciens ou de la danse, après l'événement, ils vont tendre à oublier. Donc nous, on voit ça vraiment comme un espèce de support supplémentaire, un loisir supplémentaire qui vient complémenter une activité de plus à faire dans la journée, puis aussi une activité qui vient stimuler la personne. Par exemple, écouter la télévision, c'est très passif, tandis qu'avoir une conversation, surtout avec un compagnon qui te pose des questions sur ton passé, qui t'encourage à penser, à raconter ton histoire, c'est quelque chose aussi qui peut stimuler un peu certaines parties du cerveau qui autrement restent endormies
quand il n'y a pas assez de stimulation. Et puis la prochaine étape, c'est ça, peut-être en quelques secondes, là, vous voulez développer quoi, là, parce qu'on avait tantôt quelqu'un qui nous disait dans 25 ans, ça va être quoi, mais vous, à moyen terme, qu'est-ce que vous visez avec cette IA? Donc, on a commencé avec le compagnon social parce qu'en tant que compagnie, il faut commencer quelque part, il faut faire la première chose qui est disponible à faire. Plus que ça évolue, plus que ça devient aussi un assistant pour soutenir la personne dans sa journée. Donc là, on commence à faire des projets pilotes d'intégration avec des senseurs intelligents ou que, par exemple, si l'intelligence artificielle détecte un problème, par exemple un rond de poêle allumé, un bain qui va déborder ou une fenêtre ouverte en hiver, il va pouvoir détecter ce genre d'événement-là, puis téléphoner, appeler la personne pour lui dire « Hey, il fait vraiment froid dans la pièce en ce moment, est-ce que tu as laissé ta fenêtre ouverte, par exemple? » Donc, supporter la personne avec l'intelligence artificielle, justement, proactive et l'encourager à régler ses problèmes elle-même plutôt que de constamment avoir, par exemple, envoyer les notifications au personnel de la résidence ou à la famille, ce qui vient peut-être éventuellement infantiliser la personne si à chaque fois qu'on détecte des problèmes avec des senseurs, on va toujours avertir les autres. Merci beaucoup, Tony Aubé. En tout cas, c'est une belle petite patente que vous avez créée, ça c'est certain. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Amical IA, ça s'appelle, c'est québécois. Merci. Karima, tu sais, quand Tony Aubé nous dit les parents sont occupés, ils ont les enfants, puis tout ça, tu sais, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est comme acquis. C'est comme si on ne pouvait pas vraiment changer ça. Mm-hmm. Mais il fut un temps où, malgré les enfants, on s'occupait peut-être plus des personnes âgées. Je trouve que c'est souvent lancé comme, puis je pense pas que c'était du tout une mauvaise intention de sa part, c'est un constat, puis il a raison de toute façon. Non, mais je veux dire, lui, il fut un temps où c'était pas aussi simple que ça. Ouais. Les gens, malgré les occupations, ils s'occupaient des personnes âgées. Oui, mais ça t'a pas échappé que la vie, ça a changé. C'est exactement ce que je dis. Non, mais c'est ça, ça a changé, puis c'est pas, j'allais dire, les gens n'avaient pas le choix. Tu t'arrangeais. Il n'y en avait pas nécessairement là, des CHSLD puis des affaires de même. À un moment donné, c'est comme tu faisais ta maison en fonction de ça. Et notre respect ou en fait la façon dont on voyait peut-être les personnes âgées, ben, en terminant, la personne venait s'installer souvent dans la maison familiale, les grands-parents, il y avait cette notion-là. C'était mieux, quand je te dis, c'était mieux? Ben oui, de ce point de vue-là, je pense que oui. Mais en même temps, j'ai pas envie de jeter le blâme. On vit beaucoup plus longtemps. Les cas, il y a beaucoup de personnes âgées, je veux dire, les cas sont extrêmement lourds. Là. On vit beaucoup plus longtemps, mais ça fait en sorte que des fois, tes dernières années de vie, tu les vis d'une façon pas très autonome. Puis oui, à un moment donné, la tâche, elle est extrêmement difficile. Il y a des gens qui se retrouvent, qui vont même demander presque de placer la personne parce que tu peux pas être là 24/7. C'est tout le débat entourant les proches aidants. À un moment donné, tu es à bout de bras. Est-ce que tu es compensé pour faire ça aussi? C'est cette réflexion-là. Est-ce qu'on a le temps pour s'occuper de ces personnes âgées? La réponse, moi, je pense quand même que c'est non. Il y a ce rapport à la vie, à la fin de vie qui a changé, mais nos vies modernes où tout le monde travaille, des fois, tu as 2 jobs, tu as des familles qui sont séparées, tu te retrouves, tu es monoparental 1 semaine sur 2. Non, tu peux pas t'occuper 24/7 de quelqu'un qui est en perte d'autonomie, qui a de l'Alzheimer avancé, non, qui est dans une... c'est sûr que non, mais c'est juste que je trouve, on donne beaucoup de leçons comme société aux autres sociétés. On regarde comment les choses se passent ailleurs, puis on est bien bon, pas juste au Québec, là, je parle en Occident, pour estimer qu'on l'a l'affaire. Oui. Et ailleurs, c'est pas de même du tout que ça se passe. C'est pas de même du tout. Et je me demande si ils n'ont pas trouvé la solution ou si la solution, c'était pas ce qui se passait avant. Puis je sais que tu me décris un monde, et tu as raison, là. Je suis d'accord avec le constat. Je dis juste que j'ai un malaise, moi, avec le fait de... Ben, c'est de même, ça marche. Il n'y a rien à faire. C'est la vitesse. Non, je sais que c'est pas ça que tu dis non plus, mais on l'entend beaucoup, ça. On l'entend beaucoup. C'est de même, ça marche, donc... Dans un monde idéal, c'est sûr, on aurait toute notre belle petite maison, multigénérationnelle. Ton parent habite, je sais pas, là, dans l'unité multigénérationnelle. On est à côté, on s'entraide. La réalité... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La société, la façon dont elle est organisée maintenant, si ton parent, il a une difficulté, puis pendant des mois, il est pas autonome, la vraie question, c'est tu peux-tu, toi, quitter ta job pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 6 mois, 2 jours par semaine, dire, gars, je suis pas à job parce que je m'occupe de mon père ou de ma mère ou de, peu importe, ma grand-mère. La réalité, c'est que c'est pas conçu comme ça. Je te dis pas que ça serait le fun que ce soit plus adapté à ça, mais notre monde de pression puis de performance fait que c'est pas possible.
puis je m'en désole. Puis moi, ça me fait capoter, ces affaires-là. J'ai l'impression qu'on trouve des solutions. Tu sais, à un moment donné, c'était les clowns là, dans les CHSLD pour aller donner un petit peu d'humour puis de présence. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on trouve des solutions. Qu'est-ce que t'as contre les clowns? Parle-moi pas. Ben, en fait, ça me fait peur un peu. Là. Moi, j'aurais 90 ans, un clown qui débarque, là, je pense que je serais plutôt paniquée. Tu préfères Pauline que le clown? Ben, à la limite, je préfère Pauline. Moi, j'en ai avec Pauline. C'est ça.